En 2026, des centaines de travailleurs sociaux vont se lancer en libéral. La majorité abandonneront avant la fin de la première année. Pas par manque de courage, pas parce qu'ils sont mauvais sur le terrain, mais parce que personne ne leur a montré ce qu'il fallait construire avant de partir. C'est ce que je vais faire ici. Bonjour, moi c'est Laure, je suis éducatrice technique spécialisée, diplômée d'État, 10 ans de terrain, préventrice des risques professionnels également et depuis janvier 2026, je passe également des journées à accompagner des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, assistantes sociales, EJE, CESF, ETS, qui veulent franchir le pas du libéral. Cette vidéo, c'est le condensé de tout ce que je vois passer en accompagnement. Les pièges qu'on ne nomme jamais, l'ordre dans lequel il faut faire les choses, les choix qui vous coûtent cher 3 ans plus tard si vous vous trompez au début. Si vous êtes en projet d'installation ou même déjà installé mais pas certain d'avoir posé le cadre correctement, cette vidéo est faite pour vous. Allez, on y va. Oh, 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 je suis ETS. On ne sait pas, même moi des fois, on ne sait pas. Un ETS c'est quoi? On ne sait pas, on ne sait pas. Oh, 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 oh. Un ETS c'est quoi? On ne sait pas, on ne sait pas. Oh, 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 oh. Alors, la première chose à comprendre, et celle-là, on ne vous l'a jamais dit en formation, aucune des professions du travail social en France n'est réglementée au sens strict. Ce que ça veut dire concrètement, il n'existe pas d'ordre professionnel des éducateurs spécialisés, pas d'instance qui contrôle qui a le droit de s'installer, qui a le droit de facturer, qui a le droit de se présenter comme éducateur ou intervenant social. Ce qui veut aussi dire qu'aujourd'hui, sur le terrain, beaucoup de personnes interviennent en libéral en se présentant comme éducateur ou conseillère familiale sans diplôme d'État. Selon les cas, c'est souvent contestable, mais rarement contesté. Et ça change radicalement la donne, hein, parce que ce qui protège vraiment le professionnel diplômé, ce n'est pas son titre, c'est son cadre. Et ça, c'est à vous de le mettre. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai vu passer une professionnelle qui s'était installée en se présentant comme accompagnante en parentalité, pas de diplôme du social, une formation en ligne de quelques semaines. Les familles ne font pas la différence, en tout cas pas au premier rendez-vous. Elles la font après, quand la situation se complique, qu'il y a une orientation à faire, un signalement à transmettre, un partenariat à construire avec la PMI ou l'ASE. Et là, tout d'un coup, le cadre, le diplôme, la connaissance des dispositifs, ça ne se bricole pas. Ça, c'est notre vraie valeur ajoutée, mais elle n'est lisible que si on la rend visible. Avant de passer à des formulaires, parlons de ce qui se joue vraiment. Les formulaires, ça se remplit. En une après-midi, c'est plié, ce qui fait trébucher pardon, des professionnels, pourtant solides sur le terrain, c'est rarement la paperasse. C'est 3 trucs qu'on ne vous dit pas, 3 trucs qui se jouent dans la tête. La première chose, dans le secteur social, on nous a appris à ne pas parler d'argent. Oui, je sais, à faire passer la vocation avant la rémunération, se féliciter de faire ce métier pour les bonnes raisons. Et en libéral, cette posture, à mon sens, vous coûte cher, très cher parfois. Donc facturer son intervention, ce n'est pas vendre, ce n'est pas trahir la mission, ce n'est pas devenir un mercenaire, c'est nommer la valeur d'une expertise construite sur des années de terrain, de formation, d'erreurs corrigées et de décisions prises dans l'urgence, de situations que vous avez portées seul. Quand un avocat facture sa consultation, personne ne lui reproche de ne pas travailler pour les bonnes raisons. Le travail social mérite le même respect, y compris et peut-être surtout de la part de celles et ceux qui l'exercent. Fixer un tarif juste, le tenir, le défendre, c'est une compétence professionnelle. Ça s'apprend, ça se construit et ça n'a rien à voir avec votre éthique. La deuxième chose, et celui-là j'en parle parce que je l'ai vécu en institution, le collectif absorbe beaucoup les difficultés, les responsabilités, les décisions complexes, mais le collectif apporte aussi beaucoup
absorbe, pardon, beaucoup d'énergie. Les conflits de valeurs avec des collègues qu'on n'a pas choisis, les supervisions imposées à 15 salariés avec un intervenant qu'on ne connaît pas, les réunions où on doit composer avec des postures éducatives parfois radicalement opposées aux siennes. Pour beaucoup d'entre nous, le nous institutionnel a été autant une contrainte qu'un soutien. Alors je pose la question franchement, a-t-on droit de ne pas vouloir d'une équipe? Oui, la libérale permet quelque chose que l'institution ne permet quasiment jamais, choisir ses interlocuteurs, consulter un superviseur qu'on a soi-même sélectionné, travailler seul quand on travaille mieux seul et orienter vers un professionnel quand une situation dépasse son champ parce qu'on l'a décidé, pas parce qu'une procédure l'exige. Être introverti et travailleur social, ce n'est pas une contradiction. Ne pas aimer le travail de groupe, ce n'est pas un aveu d'échec. La vraie question, et ce n'est pas comment je recrée un collectif dehors, c'est de quoi ai-je réellement besoin pour bien travailler et se donner le droit d'y répondre honnêtement. Le troisième truc est le plus prévisible et pourtant presque personne n'y échappe, pas à ma connaissance toujours. Vous avez calculé votre taux journalier, vous savez que c'est cohérent, vous avez fait les comptes, vu les charges URSSAF, vu les frais, prévision de congé, prévoyance, etc. Et au moment d'annoncer le chiffre à un premier client, quelque chose hésite. Dans votre tête, une petite voix. Est-ce que je vaux vraiment ça? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce qu'ils vont accepter? Ce doute ne disparaît pas avec l'expérience. Il diminue, et il diminue d'autant plus vite qu'on a posé un cadre solide. Une offre claire, des tarifs construits, pas au feeling, des documents professionnels qui portent la légitimité avant même qu'on y ait dit un mot. Le syndrome de l'imposteur prospère dans le flou. Un cadre d'équerre ne lui laisse pas beaucoup de place. Maintenant qu'on a parlé de ce qui se joue dans la tête, parlons de qui peut concrètement s'installer. Les diplômes concernés, et je les liste assez vite, les éducateurs spécialisés, les assistants de service social, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs techniques spécialisés, moniteurs éducateurs, conseillers en économie sociale et familiale, ces 6 diplômes ouvrent la porte du libéral. Mais, et là c'est important, le diplôme ne dit pas ce que vous avez le droit de facturer, à qui, sous quelles conditions, ni ce que les financeurs exigeront au moment de contractualiser. Ces questions se posent champ par champ, public par public. Concernant les AES, parce que la question revient sans arrêt, le chemin, il est assez étroit. La qualification ne couvre pas les mêmes niveaux d'intervention que les 6 diplômes que je viens de citer. Les financeurs s'appuient généralement sur des diplômes de niveau 6 minimum, et ce n'est pas une porte fermée définitivement. Mais ce n'est pas un terrain stable aujourd'hui. Il y a quelque chose que peu de guides mentionnent, alors je vais le dire clairement. S'installer sans avoir d'abord exercé en institution, c'est construire sur des fondations vraiment instables, voire sans fondation. Vraiment 2 à 3 ans de terrain au minimum vous donnent la connaissance réelle du public, des partenaires, des logiques institutionnelles, et donc le libéral, ce n'est pas un raccourci, on est plutôt sur une suite. Et maintenant, le cœur du sujet. Ce que je vois le plus souvent en accompagnement, ce n'est pas que les gens font les mauvaises choses, c'est qu'ils les font parfois, souvent, dans le mauvais ordre. Et voilà l'ordre qui fonctionne. Étape numéro 1, il va falloir définir votre activité précisément. Quelles sont vos interventions? Pour quel public? Dans quel cadre? Cette question détermine votre code APE, votre régime fiscal, vos obligations réglementaires. Et si vous sautez cette étape, tout ce qui suit sera mal calé. En étape numéro 2, vous allez devoir choisir votre statut juridique. Micro-entreprise, EURL, portage salarial, c'est à vous de voir, mais 3 conséquences: la fiscalité, la protection sociale et la retraite, pardon. J'y reviens en détail lors de la section suivante. Étape numéro 3, vous allez immatriculer votre activité. Donc la déclaration se fait sur le guichet unique des formalités des entreprises, INPI. C'est gratuit, c'est en ligne, c'est l'étape rapide et celle où on stresse alors qu'en fait,
c'est pas si stressant que ça. Étape numéro 4, souscrire vos assurances. Responsabilité civile professionnelle adaptée à l'exercice en libéral, dans le travail social évidemment, pas une RC pro générique et selon l'activité, une protection juridique en complément. Étape numéro 5, mettre en conformité vos outils numériques. La messagerie professionnelle, hein, pas du Gmail s'il vous plaît, c'est à 99,9% du Gmail. Les stockages des données, traitement RGPD, il va falloir également y faire attention et si vous manipulez des données de santé, il faudra que votre hébergeur soit certifié HDS. C'est rarement le sujet le plus excitant, mais c'est un sujet absolument capital, et qui peut vous coûter très cher si vous le négligez. À l'étape numéro 6, eh bien, c'est là que vous allez rédiger vos documents contractuels. C'est donc un contrat de prestation qui n'est, à mon sens, pas une formalité. C'est ce qui couvre la nature de votre intervention, les modalités de facturation, les conditions d'annulation, les gestions des incidents, etc., etc. La plupart des professionnels qui s'installent seuls en rédigent un, peu savent ce qu'il manque dans le leur jusqu'au moment où ça compte. Si vous voulez visualiser le parcours complet avec les outils recommandés à chaque étape, j'ai construit ce que j'appelle l'arbre de l'installation sur mon site. Le lien sera en description. Juste en dessous, vous trouverez également la checklist de conformité gratuite. Elle dit exactement où vous en êtes, axe par axe. C'est gratuit, c'est immédiat et concret. Il y a quelques mois, une professionnelle me contacte. Elle vient de lancer son activité libérale, 3 mois, aucun client, elle ne comprend pas pourquoi. Je regarde sa présentation, j'accompagne les enfants, les adolescents, les adultes en situation de handicap, les familles. Je propose aussi de faire les courses, de la méditation et j'ai une formation en sophrologie. Je vous ferai également le ménage et puis, allez, un taxi aussi. Je n'ai pas eu besoin de lui poser vraiment de questions. Les premiers clients, ils n'arrivent jamais d'une stratégie marketing brillante. Ils arrivent parce que le professionnel est identifiable, crédible et qui sait dire clairement ce qu'il fait. Et là, je vois venir 2 erreurs systématiques. La première erreur, le positionnement bien-être, sophrologie, énergétique, accompagnement holistique. Je ne juge aucunement ces pratiques, je vous donne juste un constat. Quand une structure médico-sociale, une collectivité ou une famille a besoin de compétences en travail social, gérer une situation complexe, faire le lien avec l'ASE, monter un dossier MDPH ou soutenir une parentalité fragile, elle ne cherche pas un sophrologue. Elle cherche quelqu'un qui sait résoudre des problèmes complexes dans un cadre institutionnel qu'il connaît de l'intérieur. Mélanger les 2 dans votre présentation, c'est rendre votre expertise illisible, c'est vraiment gommer ce qui fait votre différence. L'erreur numéro 2, le syndrome du couteau suisse. J'accompagne tous les publics, éducateurs spécialisés en quoi exactement? Quand la réponse c'est en tout, ça veut dire en rien. Je sais, se spécialiser, ça fait peur, on a l'impression de se fermer des portes, mais c'est exactement l'inverse qui se passe. Une professionnelle qui dit j'accompagne les fratries d'enfants placés pourra être contactée par exemple par les ASE, les familles d'accueil, les MEX. Une autre qui dit j'aide les jeunes en rupture scolaire à reconstruire un projet sera contactée par les missions locales, par exemple, les collèges. Une qui dit j'accompagne tout le monde ne sera contactée par personne. 3 canaux qui marchent réellement et je vous la liste assez vite. Les structures du secteur externalisent de plus en plus. Une approche directe avec une présentation claire suffit souvent. Pas besoin d'un réseau énorme, vous avez surtout besoin d'un positionnement clair. Les collectivités publient des appels d'offres et marchés adaptés, viviers réels, sous-exploités par les TS libéraux. Les familles et particuliers arrivent par la bouche à oreille et les prescripteurs, par exemple les orthophonistes, les psychologues, médecins, c'est assez long à amorcer, mais c'est vraiment durable une fois que c'est lancé. Voilà, on arrive à la fin. Ce que je vois en accompagnement, c'est que la plupart des professionnels qui sont en difficulté au bout de 6 mois n'ont pas manqué de courage, ils n'ont pas manqué de compétences terrain. Ils ont montré ils ont manqué, pardon, de quelqu'un pour leur dire ce que vous venez d'entendre. Si vous êtes en projet ou si vous êtes installé et pas certain d'avoir posé le cadre correctement, voilà ce que je vous propose.
évidemment la checklist, le lien est en description. Évidemment également l'arbre de l'installation, le parcours complet, étape par étape, avec les outils que je vous recommande. Si vous voulez aller plus loin, je vous mettrai également en description, l'accompagnement que je propose et bien sûr le bouclier du libéral que vous retrouverez. Si cette vidéo vous a été utile, laissez-moi un commentaire, ça m'aide vraiment, ça aide également celles qui ont besoin de cette vidéo, qui se posent les mêmes questions que vous. Abonnez-vous, je publierai régulièrement, j'espère, des contenus pour les TS libéraux et surtout, si vous avez une question, écrivez-la en commentaire, je réponds. À très vite, c'était l'EducTech, salut! ESMECESF. Sur les offres d'emploi, c'est buffet à volonté, on recrute tout, on s'en fout, tant que t'as un diplôme d'état, c'est flou. Je passe ma vie à expliquer mon métier, avant même d'avoir commencé la journée d'un dé. Ok, viens, technique, éduque, insertion, on mélangera bien. Dans le médico-social, je suis un Pokémon rare, type atelier, option bizarre, on m'invoque quand faut bricoler un placard, mais personne sait lire ma carte. Un ETS, c'est quoi? On ne sait pas, on ne sait pas. Ah.